Chère communauté, bonjour. Bienvenue dans ce podcast Discutons qui met en lumière les marques et les entrepreneurs tout en donnant la parole sur leur parcours, leurs défis et leur expérience. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Cette année, le thème est pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation. Alors, c'est un sujet essentiel qui nous rappelle que si de nombreuses avancées ont été faites, il reste encore du chemin à parcourir pour que chaque femme, sans exception, ait un accès aux mêmes opportunités et aux mêmes droits surtout. Aujourd'hui, j'ai envie d'échanger avec vous sur ce sujet et j'aurais adoré avoir l'avis de Madame Wassilati Mbaye, une femme engagée et inspirante. Je vais tenter de l'appeler pour avoir un avis sur ce sujet. Wassilati, c'est Judith. Bonjour Judith. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis en plein enregistrement d'un podcast pour la Journée internationale des droits de la femme et je me suis dit que ton avis serait précieux. Tu as quelques minutes à m'accorder? Oh oui, avec plaisir. Superbe. Donc bienvenue dans notre podcast, un espace d'échange entre les entrepreneurs et les entreprises en général. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu te présenter en quelques minutes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Et alors, bonjour en tout cas ceux qui me connaissent. Merci Judith pour cet échange, je trouve très, très intéressant. Alors moi je suis Wassilati Mbaye, je suis experte internationale de la filière Ilang-Ilang. C'est une filière qui n'est pas très connue, Ilang-Ilang des Comores et en agro-transformation en Afrique. Je suis également consultante aux Nations Unies et je valorise les secteurs agricoles en Afrique. Mais avant ça, j'ai créé la première marque de cosmétiques comorienne et ensuite je fais de la formation et des entrepreneurs en Afrique. D'accord. Voilà un peu pour résumer. Superbe, superbe. Alors, merci à toi, Wassilati. Alors, aujourd'hui, on va parler des défis et des solutions pour garantir l'égalité et l'autonomisation de toutes les femmes. Alors, j'ai 3 questions à te poser et j'aimerais vraiment avoir ton point de vue. Alors, la première question, quels sont, selon toi, les principaux freins qui empêchent encore certaines femmes et filles d'accéder pleinement à leurs droits et à l'égalité? Et comment peut-on les lever? Alors, quand on parle des droits et d'égalité des femmes, c'est vrai qu'il faut toujours distinguer parce que on n'a pas tous les mêmes au le même niveau. Parce que quand on parle de l'Afrique, par exemple, c'est pas les mêmes. On n'est pas, même si aujourd'hui le problème reste pratiquement le même entre l'Occident et l'Afrique, mais il y a quand même des différences parce que c'est aussi lié aussi à certaines cultures, etc. Donc moi, je prends l'exemple. Si aujourd'hui on prend l'exemple de l'Afrique, souvent c'est dû aussi à une question de normes socioculturelles. Donc c'est aussi dû à une certaine éducation, une certaine culture et qui peut varier selon les endroits dans lesquels on se trouve ou le pays dans lequel on se trouve en Afrique même. Ici, les choses sont un peu différentes parce qu'il y a des barrières qui sont déjà franchies, enfin qui sont déjà tombées, mais il y a encore d'autres stéréotypes en fait par rapport aux femmes, puisqu'on le voit dans les grandes entreprises. La femme, malheureusement, elle a toujours, quand on parle des problèmes liés à l'égalité de salaire ou aussi à certains postes. Donc, en Europe, il y a aussi ce problème-là. Mais on peut dire que les problèmes ne sont pas forcément vus dans le même angle d'un pays à un autre. Il y a aussi, je pense qu'il y a aussi la problématique liée au manque de ressources, puisque les femmes, malheureusement, quand on parle, par exemple, de l'entrepreneuriat, on va que ça soit alors soit les banques, soit les business managers ou les financiers, ils ont toujours un peu de réticence pour faire confiance à la femme, pour en tant qu'entrepreneur, parce que ils se rendent compte que la femme elle a autre chose aussi à faire, parce que on est aussi amené à procréer pour dire les choses concrètement. Et souvent, il y a quand même des réticences. Si on va en Afrique, c'est encore pire parce que en général, dans certains pays en Afrique, il y a cette problématique liée au fait qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui vont rarement à l'école et qui n'acquittent pas forcément certaines compétences
compétences. Et souvent, les financiers ont du mal à faire confiance. Et la plupart d'ailleurs des personnes, les postes qu'on trouve en Afrique, souvent c'est des postes soit institutionnels, soit dans des grands groupes. Et c'est toujours des hommes qui occupent ces postes-là. Et ou si la personne a envie de créer une entreprise, on va d'abord faire confiance à l'homme qu'est la femme pour multiples raisons qui sont liées justement, et on retrouve les mêmes choses en création d'entreprise que dans les entreprises en tant que salarié. Donc voilà. Et puis une dernière chose que je peux dire aussi, ce sont les barrières au niveau institutionnel. D'accord. Parce que je prends l'exemple, je vais pas très loin, au Comores aujourd'hui, dans mon pays d'où je viens, on a très peu de femmes ou pratiquement quasiment inexistantes. Il y a quelques années, il y a qu'une seule femme qui s'est trouvée au gouvernement. Aujourd'hui, c'est la différence, on le trouve dans certains pays comme par exemple le Sénégal ou le Rwanda. Là, c'est autre chose parce que il y en a qui ont quand même avancé, puisqu'on trouve des femmes. Il y a pratiquement la parité au niveau homme-femme, ouais. Voilà. Par contre, il y a certains pays, on le voit ici aussi, on croyait à une époque que Ségolène Royal allait arriver à la présidence, malheureusement, mais je pense que déjà la France n'est pas prête à accueillir une femme. Voilà. Donc voilà, on va dire à peu près ces trois freins sont très visibles d'un pays à un autre. Donc, si je dois résumer, il y a le poids de la culture, parce que c'est ce qu'on disait la semaine dernière lors de la conférence Agribusiness. Aïssata soulevait le fait que effectivement, on a une culture aussi, et nous sommes mariés. Donc, on a aussi le poids de la famille aussi qui joue sur le fait d'avoir des femmes qui sont autonomes. Et des fois, c'est un petit peu mal vu, ou on peut faire face à des hommes un peu machos. Mais ça aussi, c'est important de le mettre aussi en avant. Il y a aussi l'accès au financement. Beaucoup de femmes ont du mal à créer leur entreprise faute de moyens, même s'il y a des initiatives comme le microcrédit, qui ont prouvé aujourd'hui leur efficacité, et puis des réseaux de femmes solidaires, on va dire, qui se réunissent aussi entre elles, qui permettent aussi de faire avancer des choses. Oui, les microcrédits, moi je trouve que c'est pas mal, mais ça reste quand même un entrepreneuriat substantiel, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse développer une grosse entreprise, il faut quand même des fonds assez importants. Déjà, en Afrique, c'est pas simple d'accéder aux fonds. Alors une femme, c'est encore une autre point qui est encore plus compliqué à souvenir. C'est vrai que les microcrédits, c'est très bien, mais ça reste quand même à une échelle très très bas pour la personne qui a vraiment des ambitions beaucoup plus internationales. Ouais. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Donc d'où la création de ton entreprise, parce que effectivement, tu es dans l'agribusiness, mais dans ton entreprise, tu aides aussi tu disais, à légaliser, à labelliser, et aussi à créer des marques fortes. Oui, c'est ça. C'est ce qui m'a amené à créer cette marque, la première marque de cosmétiques comorienne, tout simplement parce que je me suis rendu compte que les femmes, que ce soit les hommes et les femmes, et surtout les femmes, quand on parle de l'agriculture, il y a plus de femmes, au moins 70% des femmes qui travaillent dans l'agriculture. Ça, on peut pas y croire, parce que elles ne sont pas uniquement dans les champs, mais elles sont aussi dans les marchés. Donc les femmes, elles couvrent tout, mais elles sont en même temps invisibles, et en même temps on le fait pas confiance. Mais effectivement, le fait de travailler sur des marques, ça nous permet justement de mettre en avant les personnes qui travaillent, en fait, les acteurs qui travaillent. Et quand on dit des acteurs, notamment les femmes qui sont plus dans l'agriculture. Donc créer des enseignes comme ça de valorisation, ouais. C'est aussi un bon moyen de faire connaître les capacités et les compétences de ces femmes. D'accord, super. Donc ce qui m'amène à ma deuxième question. Autonomiser les femmes, d'accord, c'est aussi leur donner les moyens économiques et sociaux de réussir. Quelle initiative ou stratégie concrète permettent aujourd'hui aux femmes de s'imposer dans tous les secteurs? Écoutez, moi je pense que il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser. C'est vrai que la première chose, c'est vraiment l'éducation. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas passer dessus. C'est vrai que l'éducation est très très important aujourd'hui. On peut trouver encore des pays où la femme, où les enfants, les jeunes filles n'ont pas accès à l'école, ouais. Justement à l'éducation. Donc ça, pour moi, c'est la première chose qui permettra justement de gagner
gagner à la fois sa place auprès du marché pour comprendre un petit peu ce qui se passe sur le marché ou ce qui se passe dans l'économie. Et la deuxième chose que je dirais, c'est plus vraiment l'accès au financement. C'est vrai qu'il faut vraiment faire travailler sur des dispositifs qui permettent vraiment de cibler vraiment quelles sont les femmes qu'on peut financer, parce qu'aujourd'hui, si on dit on reste juste sur la microcrédit, les femmes restent toujours dans une optique de faire de l'économie substantielle qui leur permet juste d'envoyer à l'école son enfant, mais pas devenir une leadership et pouvoir donner l'exemple à d'autres. Et je dirais aussi, parmi les choses qui peuvent vraiment aider de sortir ces femmes dans ça, c'est surtout un engagement fort au niveau de la politique. Parce qu'encore une fois, je dis, certains pays ont dit, moi je vais pas loin, je prends toujours l'exemple des comment on dit que c'est un pays matriarcal. Par contre, la prise des décisions qui se trouve dans les institutions, on ne trouve pas les femmes. Donc il faut que les femmes se trouvent aussi dans les instances dans lesquelles aussi elles peuvent prendre part et donner leur avis et donner l'impact aussi, imposer leur avis, et on n'en trouve pas beaucoup. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais si on n'est pas dans les instances pour pouvoir bouger les choses, on peut toujours recevoir ce que les autres décident en fait. Ouais. Donc et enfin, je dirais aussi, il faut qu'on puisse, les femmes qui sont déjà en cours, sont déjà en chemin pour pouvoir transformer, on va dire, leur vie, que ce soit en entrepreneuriat, etc. On a besoin aussi de tout ce qui est question de compétences, de monter en compétences. Il faut former les femmes. Moi, j'ai vu beaucoup en Afrique. Quand je voyage, par exemple, là, j'étais au Congo d'ailleurs. Il y a RDC ou Brazzaville? RDC. J'avais formé justement des femmes, des hommes et des femmes. Il y avait beaucoup de femmes. J'étais au ministère des Affaires étrangères. J'avais donné une conférence là-bas. Et c'est vrai, et c'est des entrepreneurs. Et j'ai vu énormément des femmes qui ont besoin d'être formées parce qu'elles sont capables de faire pas mal de choses au niveau pratique. Mais elles ont besoin de monter en compétence, de comprendre vraiment le marché, de comprendre comment transformer un produit, comment le valoriser, comment le transporter, enfin, il y a beaucoup de choses, et je pense que la formation est parmi on va dire, les outils qu'on peut aider ces femmes-là à sortir justement de cette dépendance. Voilà. D'où l'importance aussi de l'entrepreneuriat au féminin, des programmes de mentorat. Moi, je parle pour moi, toi tu parles des Comores, moi je parle de la République démocratique du Congo dont je suis originaire. Je fais partie d'un réseau des femmes solidaires internationales. J'ai intégré le réseau il y a déjà 1 an, et aujourd'hui notre but c'est le leadership au féminin, la valorisation et l'autonomisation de la femme. Donc c'est important aussi que ces réseaux existent dans les différents pays pour pouvoir fédérer et pouvoir aussi faire un partage de connaissances, surtout entre les femmes, et se donner de la force, parce qu'aujourd'hui, peu importe d'où l'on vient, on doit être dans un réseau pour pouvoir échanger et pouvoir se valoriser entre nous, tout simplement. Et former un bloc quand on a besoin, on sait où est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide. Pas plus tard que ce matin, j'ai une maman qui m'a contactée, qui m'a dit écoute Judith, là je suis en galère pour ma fille, elle cherche un stage, ça fait au moins des mois et des mois que je cherche. On a trouvé la solution, elle commence au mois de juin. Et ça s'est fait en interne dans le réseau. Donc c'est ça aussi la magie du réseau, c'est permettre à chacune de s'élever en même temps et de converger vers le même objectif, on va dire. Exactement. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que les femmes, je sens de plus en plus que les femmes, elles n'attendent plus qu'on les autorise. Je pense que les femmes aujourd'hui... on s'impose, hein. Voilà, on s'organise de plus en plus. Moi, partout où j'ai voyagé, j'ai vu des femmes qui font énormément de choses. Elles se regroupent de plus en plus et elles sont conscientes de ce qui leur manque. Et je pense qu'elles profitent beaucoup justement de cet engouement Internet pour beaucoup apprendre et s'organiser. D'ailleurs, même en France, aujourd'hui, on trouve énormément de réseaux de femmes. Moi, je faisais partie des réseaux, du plus grand réseau de femmes entrepreneurs en France. Et je trouve que ça nous sort de l'isolement. Et ça nous permet justement de voir des exemples, et comme tu dis, par rapport au mentorat, parce qu'il y a certaines choses qu'on croit qu'on n'est pas capable de faire, mais lorsqu'on voit l'autre le faire. Quand on est bien accompagné aussi, hein.
Voilà, exactement. L'accompagnement, et c'est pour ça que depuis 6 ans, j'accompagne des femmes. J'ai beaucoup accompagné des femmes dans leur entrepreneuriat parce qu'effectivement, parfois elles n'ont pas confiance en elles parce qu'on les a pas donné confiance en elles. Et elles doutent beaucoup d'elles. Et lorsqu'on leur montre leur possibilité d'aller plus loin et qu'ils voient les autres le faire, ben elles se perdent plus rien. Et je pense qu'aujourd'hui, on assiste de plus en plus à des réseaux de femmes qui font des choses extraordinaires. Ouais. Voilà. Donc, d'accord. Mais j'allais dire aussi que l'égalité ne doit pas être un luxe réservé à une certaine classe sociale, on va dire. Ce qui m'amène à ma dernière question. L'égalité ne doit pas être un privilège, mais une réalité pour toutes. Comment s'assurer que l'autonomisation des femmes inclut aussi celles qui sont les plus marginalisées? Donc, je dirais les femmes rurales, les femmes vivant avec un handicap, issues de minorités, etc. Bah, écoute, je dis sincèrement, ça c'est quelque chose que je me bats depuis un petit moment. J'ai même créé une association qui s'appelle les Cueilleuses de l'espoir, parce que j'avais réalisé une étude en 2016 autour des femmes qui travaillent dans la filière ilang-ilang en tant que cueilleuses, et je pense que c'est un problème qu'on peut trouver partout dans le monde, hein. C'est pas que en Afrique, mais les femmes qui font les cueillettes, hein, quel que soit la fleur ou le pays. Et en fait, je me suis rendu compte, et ça c'est quelque chose qu'on souffre beaucoup, c'est l'informel. Et en général, les industriels, quand ils travaillent avec ces pays-là, avec nos pays, en fait, ils vont faire un contrat qui va s'arrêter justement juste à 20% du processus. Mais tout le reste, ils sont dans l'informel. Et effectivement, j'ai vu beaucoup de femmes qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, tout simplement parce que il n'y a pas de formalisation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contrat. Et à partir du moment, et pourtant, il y a le code du travail, hein, et je pense que dans toutes les institutions en Afrique ou ailleurs, on a toujours le code du travail. Mais malheureusement, elle est appliquée jusqu'à un certain niveau. Et je pense que pour pouvoir lutter contre ça, si on parle dans le monde du travail déjà, il faut absolument formaliser les gens. C'est le seul moyen de pouvoir vérifier, de pouvoir constater, de pouvoir imposer et réprimer si c'est nécessaire. Mais à partir du moment où la personne, enfin, on travaille dans l'informel, c'est très très difficile, que ce soit les femmes qui sont à mobilité réduite ou des femmes tout simplement. Et on n'a aucun moyen de vérifier, on n'a aucun moyen de pouvoir renverser ce genre de choses si toutefois ça se passe. Donc je pense que la formalisation, c'est très très important, et d'ailleurs c'est ce que je me bats tous les jours. Je suis partie il y a pas longtemps à Mayotte, je faisais comprendre que c'est très important de formaliser ce secteur parce que là-dessus, ceux qui prennent le plus, ce sont les femmes et les personnes comme ça handicapées, tout ça, parce qu'ils sont invisibles en fait. Donc c'est difficile de les défendre. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais la diaspora aussi a un rôle à jouer. Moi, je parle pour ma gouverne. Hein, quand on va au pays, c'est vrai qu'on embauche entre guillemets de manière informelle on va dire des aides ménagères, hein, mais avec un salaire totalement dérisoire. Donc, c'est à nous aussi en tant que diaspora de remédier à tout cela et de se lever et de dire tout simplement que ce n'est pas possible, parce que ces familles-là, parce que ce sont des familles que ces femmes-là gèrent au quotidien. Payer une bonne qui vient du lundi au dimanche de 9h à 20h $50, c'est juste pas possible. Donc à nous aussi en tant que diaspora de faire la différence et de formaliser les choses au mieux. Alors je parle de la femme de ménage, mais ça passe par le chauffeur, ça passe par les salariés qui sont en interne dans une entreprise. Donc c'est ça qui va permettre aussi à la femme en général de s'épanouir économiquement et de pouvoir un jour prétendre à la création d'une structure et ensuite être dans les normes, parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup d'informels. Je vois les mamans du marché qui vendent un fonds de commerce 3 fois rien, mais elles vivent au jour le jour parce que elles n'ont pas appris, elles n'ont pas les connaissances pour pouvoir. En fait, il faut que nous on comprenions ici que à partir du moment où ces personnes-là sont lésées, c'est nous-mêmes, parce que il faut savoir que pratiquement plus de 50% du budget dans certains pays d'Afrique, ça vient de la diaspora. Oui, tout à fait. Et si nous justement on encourage ce genre de pratiques, en fait c'est nous-mêmes qui nous réprimons. Qui nous mettons une balle dans le pied en fin de compte. Exactement. Donc, et puis il faut toujours se dire, parce que comme on parle de l'Afrique aujourd'hui, une maman c'est le socle de la famille, qu'on le veuille ou non.
parce que c'est elle qui se lève le matin, qui va se quitter pour l'enfant, qui va pour l'éducation, etc., etc. Pour moi, une femme qui est instable en Afrique, c'est tout un foyer qui est instable. Effectivement. Et qu'à un moment donné, il faut qu'on se mette d'ailleurs, quand on regarde de plus en plus les bailleurs de fonds aujourd'hui au niveau international, elles cherchent à investir sur les femmes en Afrique parce qu'elles savent qu'elles se battent énormément et elles bossent, elles se donnent beaucoup du mal pour pouvoir éduquer la famille, pour pouvoir combler les manques, etc., etc. Donc, je pense que nous, on a intérêt justement à encourager ce genre d'initiative. Moi, quand j'ai été jusqu'à l'Assemblée nationale, et je leur faisais comprendre que aujourd'hui, si aujourd'hui on n'encourage pas justement la mise en place de ces pratiques de formalisation de ces personnes de travailler dans la légalité, même ceux qui viennent de l'extérieur, nous ne pouvons pas échapper à certaines pratiques qui vont même plonger l'économie du pays en mal. Donc, je pense que c'est une intelligence collective qu'il faut vraiment réfléchir. Et nous, la diaspora, non seulement on envoie l'argent sur place, mais les personnes qui sont sur place, on a intérêt à veiller qu'ils soient stables pour que nous-mêmes nous soyons stables, parce que l'argent vient d'ici avant tout. Effectivement. C'est une belle conclusion, je vais dire. Merci énormément Wassilati pour cet échange passionnant. J'espère que ce podcast aura permis à chacune et chacun de réfléchir à son rôle dans cette quête d'égalité. Merci pour ce partage. Moi, c'était vraiment un plaisir. Et puis, je pense que des discussions comme ça sont nécessaires pour se rappeler. Oui, toujours. Les rappels sont importants. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Merci, Wassilati. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.